Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe. La transition énergétique est au cœur de l'actualité en France avec évidemment le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est aussi un sujet de préoccupation pour l'Union européenne. Engagée dans une politique environnementale importante, l'UE soutient grâce à ses fonds européens des projets en faveur de l'environnement. C'est le cas notamment dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, où près de 150 logements sont en pleine rénovation thermique pour une meilleure efficacité énergétique. Reportage à suivre dès le début de cette émission. Dans la deuxième partie du 7-8 Europe, enregistrée au Parlement européen de Bruxelles, nous rencontrerons Pervenche Berès, eurodéputée socialiste spécialisée sur les questions économiques. Nous évoquerons la réforme de la zone euro, souhaitée par Emmanuel Macron, à peine soutenue par l'Allemagne et Angela Merkel, un sujet économique et budgétaire qui prend un reflet particulier avec les tensions autour du budget italien. Puis vous retrouverez nos rendez-vous habituels sur une date qui a marqué l'histoire de l'Europe et la comparaison européenne consacrée ce mois-ci aux organismes génétiquement modifiés. Trois ans après la COP21 et à quelques jours maintenant de la COP24 qui doit débuter en Pologne lundi 3 décembre, les problématiques environnementales refont surface en France, évidemment, avec les Gilets jaunes, mais aussi en Europe où les partis écologistes connaissent une poussée électorale récente dans certains pays. L'Union européenne est engagée en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique avec notamment un objectif, celui d'augmenter de 27% d'ici à 2030 l'efficacité énergétique du vieux continent. Pour y parvenir, l'Europe finance différents projets. C'est le cas à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines où 144 logements profitent de ces fonds européens pour des travaux de rénovation thermique. Reportage. Pour le moment, les travaux ne sont visibles qu'à l'extérieur du bâtiment. C'est pourtant l'ensemble de cette résidence qui va bénéficier d'une importante rénovation thermique. 144 logements en tout, construits au milieu des années 80, et devenus de véritables passoires quand les températures baissent à l'approche de l'hiver. On avait beaucoup d'inconfort qui étaient remontés par les locataires, des ponts thermiques très importants. Ça, c'est dû à l'année de construction et à la technique de construction utilisée. Isoler, c'est ce qui va nous permettre de traiter tous les ponts thermiques, de baisser la facture énergétique des locataires, mais aussi d'améliorer grandement le confort. Ils auront plus cette sensation que le mur est froid. L'hiver, ils auront une sensation de chaleur dans le logement et donc de confort amélioré. Pour rendre ces vieux bâtiments plus efficaces d'un point de vue énergétique, un nouvel isolant est en cours d'installation sur les façades. Des travaux sont également prévus sur les terrasses. Dans un deuxième temps, c'est l'intérieur des logements qui seront revus pour limiter un maximum la consommation d'énergie. Les travaux doivent permettre de dégager une économie mensuelle de 30 à 40 euros par mois et par foyer. Dans les logements, on va remplacer les portes palières. On change les convecteurs, on met des radiateurs à chaleur douce qui vont avoir des programmateurs pour permettre de faire des économies sur le long terme et on vient changer les ballons d'eau chaude. L'opération estimée à 4 500 000 euros est financée à hauteur de 550 000 euros par les fonds européens. La fin des travaux est prévue pour le second semestre 2019. Les locataires de la résidence Descartes de Montigny-le-Bretonneux devraient alors passer un hiver au chaud et économe. Nous allons continuer d'évoquer ces projets en Île-de-France qui sont aidés financièrement par les fonds européens avec un invité sur notre plateau à présent. Samy Djoula, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Viratech Europe, une entreprise basée aujourd'hui dans l'Essonne, anciennement basée à Trappes dans les Yvelines, que vous avez créée en 2010 et spécialisée, alors c'est un peu compliqué, on va essayer de familiariser tout ça, dans la médecine de précision et le diagnostic personnalisé en transplantation. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre activité depuis 8 ans maintenant ? Alors notre activité se focalise à utiliser le système immunitaire. Toute maladie est la conséquence d'un tissu endommagé ou de croissance anormale de cellules qui vont générer et exprimer des antigènes. Ces antigènes vont être détectés par le système immunitaire et donc nous utilisons ce système immunitaire pour détecter cette anomalie.
On peut l'appliquer dans du diagnostic précoce de pathologie, dans du monitoring et notamment dans la transplantation, puisqu'on focalise sur une des 3 molécules qui est le système HLA. Donc le système HLA permet justement de savoir si un donneur et un receveur sont compatibles lors d'une greffe. Et c'est sur ce type de projet-là précisément que vous avez bénéficié de fonds européens à hauteur, je crois, de près de 300 000 euros. Vous avez d'ailleurs peut-être des informations à nous montrer là-dessus. Alors effectivement, on a candidaté pour un projet FEDER qui est un financement européen sur lequel on a axé nos recherches sur le système HLA dans le cadre de la greffe. Et concrètement, ça veut dire quoi? Vous mettez en place une méthode pour que le récepteur et le donneur soient le plus compatibles possible? Alors, effectivement, il existe déjà aujourd'hui des technologies qui permettent de savoir si un donneur et un receveur sont compatibles. Mais nous, on a rajouté un paramètre qui est l'expression, parce que on ne sait pas aujourd'hui quand un donneur et un receveur sont compatibles, HLA, ils sont identiques. Oui. On ne sait pas s'ils expriment de la même manière ces molécules-là. Or, la transplantation, même en compatibilité entière, n'est pas tout le temps un succès. Il y a des échecs. Il y a des receveurs qui vont exprimer des anticorps contre le greffon et qui vont essayer de le rejeter, c'est le rejet. Oui. Et nous, justement, on parie sur le fait que ces événements arrivent parce que les 2 molécules entre le donneur, enfin les molécules du donneur et du receveur, même s'ils sont identiques, ne s'expriment pas au même niveau. Si on prend, ça veut dire que votre projet à vous pourrait, par exemple, le risque devenir 0 grâce à votre projet, ou alors c'est impossible ça? Alors, il n'y a pas de risque 0, il y a toujours un risque. Simplement, aujourd'hui, les complications post-greffe sont des maladies auto-immunes, en plus du rejet, et d'autres pathologies. Ce qu'on peut réduire, justement, ces risques-là, oui. Voilà, en connaissant cette différence d'expression et ajuster un traitement adapté au greffon. Et comment ça se matérialise concrètement? C'est un fichier, Alors, comment ça se matérialise? On a des tests de biologie moléculaire, notamment de séquençage à partir d'ARN cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui les gens travaillent sur... À partir de, excusez-moi? De l'ARN, l'acide ribonucléique. D'accord. Qui est en fait la transcription de l'ADN et qui va être la matrice pour donner lieu à la protéine qui est exprimée, qui est la molécule. La différence entre l'ADN on l'hérite, on l'a toujours, c'est une matrice figée. L'ARN, elle est quand on l'exprime. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on travaille sur cet ARN pour identifier la compatibilité HLA, mais aussi identifier le nombre d'expressions de chaque allèle en termes de greffe. Qu'est-ce que ça apporte, on va dire, un financement européen, un peu de notoriété, de légitimité aussi, peut-être? Alors, ce que ça apporte surtout, c'est que ça fait une collaboration, là c'est une collaboration tripartite entre Wiratech, la PHP, mais aussi une autre société qui s'appelle Primadia qui fabrique des automates. Donc, ce qui veut dire que derrière tout ça, lorsqu'on aura fait la preuve du concept et qu'on aura un kit, validé, on pourra l'intégrer dans une solution automatisée avec la collaboration de Primadiag et on pourra la valider sur des patients avec la PHP et donc commercialiser. On aura un produit en fin de course qui sera commercialisable en France et à l'étranger. Merci Sami Djoula d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions et puis aussi bonne chance pour vos recherches très importantes pour le futur de la médecine. Merci beaucoup. Merci. Sachez d'ailleurs que si vous souhaitez savoir quels projets sont financés par des fonds européens dans votre région ou votre département, l'Europe vient de lancer un site internet dédié, spécialisé là-dedans. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Vous y retrouverez des exemples et liens pour en savoir plus sur ces fonds européens, justement. Avant de poursuivre cette émission au Parlement européen de Bruxelles pour l'interview politique, une information encore sur l'Europe en Île-de-France avec une soirée contre les fausses nouvelles qui était organisée il y a quelques jours à Montigny-le-Bretonneux, initiée par les décodeurs de l'Europe, le mouvement européen des Yvelines et le Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Une soirée pour répondre aux interrogations des citoyens et tordre le cou aussi à quelques idées reçues. Écoutez à ce propos le représentant adjoint de la Commission européenne en France.
Beaucoup de citoyens pensent que l'Europe a tous les pouvoirs, a des compétences extrêmement étendues, alors que ce n'est pas toujours le cas. Ce sont en fait les États membres qui ont décidé de manière souveraine de déléguer un certain nombre de compétences à l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas nécessairement ce que les gens peuvent percevoir comme étant une union, par exemple, qui sert seulement les grandes banques, l'industrie, etc. L'Europe sociale est une réalité. Et les fausses nouvelles ou les interrogations sont nombreuses autour de l'euro. La monnaie unique, c'est l'objet en partie de la deuxième partie de cette émission avec l'eurodéputé Pervenche Berès, un entretien enregistré au Parlement européen de Bruxelles. Pervenche Berès, bonsoir. Bonsoir. On a l'habitude de vous recevoir souvent dans cette émission. Vous êtes, il faut reconnaître, une spécialiste des sujets européens, très accessible aussi, disponible, il faut le dire, pour les médias. Merci. Lors de notre dernière interview en février, nous avions largement évoqué ensemble les réformes envisagées pour la zone euro et portées par le président français, budget spécial, transformation du mécanisme européen de stabilité, ministre, super ministre, on pourrait dire, des finances de la zone euro. 8 mois plus tard, mis à part vous et moi encore une fois, plus personne ne semble en parler. Comment vous expliquez ce constat assez alarmant finalement et pourquoi ça n'avance pas depuis des mois selon vous ? Ce qui est vrai, c'est que l'actualité a invité d'autres sujets dans les gros titres européens. La question de la menace extérieure, d'une certaine manière, avec les comportements du président des États-Unis, Donald Trump, l'évolution, la tension entre les États-Unis et la Chine, le comportement de Poutine en Russie, bon, tout ça... C'était déjà le cas il y a 8 mois, mais ça s'est accentué. Cette tension-là est là et elle est importante parce qu'elle oblige l'Union européenne à se repositionner par rapport à l'extérieur et pas uniquement à ses défis intérieurs. Et puis évidemment la question des migrants. Vous allez me dire, il y a 8 mois, ce sujet aussi était déjà là. Vous avez lu dans mes pensées. Ce sujet-là empoisonne quand même beaucoup l'action des leaders. Et on voit bien que sommet après sommet, dans l'ordre de leurs priorités, ils doivent d'abord s'occuper de la question des migrants, ensuite de la question du Brexit, et finalement, ce sujet dont vous et moi savons qu'il est absolument essentiel et qu'il est comme un arc-voûtant pour l'Union européenne, qui est l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, le fait de doter la zone euro d'un budget. Est important, mais n'est pas aujourd'hui la priorité absolue de l'Union européenne et de la zone euro. Priorité absolue, parce que sinon l'euro ne va pas survivre. Et ça ne suffit pas, ça, à imposer dans l'agenda européen comme priorité la réforme de la zone euro ? Écoutez, d'ici la fin du mandat, il nous reste une petite fenêtre d'opportunité qu'on va essayer de saisir, qui est une proposition que la Commission européenne a mise sur la table, où pour la première fois, elle propose un outil budgétaire spécifique pour les pays membres de la zone euro. Alors, c'est un budget, c'est ça, de la zone euro, c'est ça dont on parle clairement ? Absolument. C'est une petite enveloppe, 30 milliards, donc c'est moins de 5% du PIB de la zone. Donc on va parler d'embryon de budget de la zone euro. Mais cette proposition est là. Il se trouve que je suis rapporteur sur cette proposition, comme souvent avec un co-rapporteur de la CDU, Reimer Böge, avec lequel vous vous souvenez, j'ai déjà fait toute l'approche d'initiative pour dire que nous avions besoin de ce budget de la zone euro. Donc là, droite ou gauche, vous êtes ensemble sur ce sujet, en tout cas au Parlement européen. En tout cas, il y a toujours cette idée que si au Parlement européen, j'arrive à me mettre d'accord avec quelqu'un de la CDU, ça donne quand même des indications qu'il y a un accord possible au Conseil. Et si on veut déboucher d'ici la fin de l'année, c'est utile. Quelle est notre idée sur ce qu'on devrait pouvoir faire avec ce budget ? C'est l'idée que quand vous êtes dans la zone euro, évidemment, vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie. On parle de 19 pays d'ailleurs, peut-être préciser qu'il y a 28 pays aujourd'hui dans l'Union européenne, 27 demain, mais il y a 19 pays qui ont la monnaie unique en tant que monnaie officielle. Donc c'est un bloc assez conséquent dans l'Union européenne. Mais le budget de l'Union européenne n'est pas du tout adapté aux défis que ces pays auxquels ces pays doivent faire face. Le fait que quand ils sont heurtés par une crise, une difficulté, un chômage excessif, etc., ils ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour gagner des points de compétitivité. Et du coup, il faut compenser le fait qu'ils partagent la monnaie. Et la proposition de la Commission propose
très concrètement de regarder comment est-ce qu'un pays voit son taux de chômage évoluer. Parce que vous savez bien que si un pays est touché par une crise, le premier indicateur, c'est la montée du chômage. Alors on va regarder ça et de manière automatique, lorsque ce budget pourra intervenir. Alors donc c'est uniquement ce budget, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est en cas de crise, de choc économique sur un pays, sur l'économie d'un pays de la zone euro. Exactement. Mais c'est un angle très important. C'est pas tout le budget de la zone euro dont je pourrais rêver. Oui, bien sûr. Mais c'est l'angle le plus sensible et le plus explicite et ce qui justifie le plus que les pays de la zone euro s'organisent par rapport aux autres pays. Question peut-être un peu naïve pour vous en tout cas, mais il y a déjà un budget de l'Union européenne. Ça suffit pas concrètement aujourd'hui ? Mais justement, Jacques Delors nous l'avait dit, il faut parfois rappeler Jacques Delors et le citer. Jacques Delors l'avait dit, quand on est passé à la monnaie unique, il aurait fallu repenser le budget de l'Union européenne parce que la question, le rôle du budget de l'Union européenne, c'est quoi ? C'est de soutenir la convergence entre les États membres. Ouais. Et on n'a pas réadapté ce budget de l'Union européenne à l'existence d'une zone euro. Et cet angle mort est resté ouvert depuis la création de l'euro. Il est temps de le combler. Mais la proposition que je voudrais faire, c'est quand même de pouvoir aussi me servir de cette proposition pour amorcer l'idée d'un soutien au régime d'indemnité chômage des États membres. Donc c'est un début de projet qui va sûrement se déployer et dans le futur. Absolument. Après les élections européennes, est-ce que vous pensez que les choses vont bouger concrètement encore une fois d'ici les élections européennes ? On sait que généralement, quelques mois avant les élections, plus personne ne fait rien. Je caricature, mais globalement, on est un peu sur ce schéma-là. Il y a ceux qui veulent terminer un certain nombre de dossiers qui sont bien engagés dans cette mandature d'ici la fin du mandat et donc avant les élections européennes. Ça ne dit pas tout, ça n'épuise pas les sujets, ça laisse quelques thèmes de campagne, j'en suis sûre. Mais je crois qu'il y a des sujets qu'il faut pouvoir installer, mettre en place avant les élections. Ce petit budget de la zone euro en est un. Dernière question sur ce sujet. Budget veut dire forcément nouvelle manne financière à trouver. Ça veut dire quoi ? Un nouvel impôt ? Comment vous allez trouver par exemple ces 30 milliards s'ils sont vraiment mis en place demain, ce budget s'il est Ces 30 milliards, c'est une garantie qui est dans le budget de l'Union européenne et qui permet d'aller sur les marchés pour emprunter. Ça, c'est une partie du financement. L'autre partie du financement, pour expliquer les choses simplement, vous savez que les États membres, les banques centrales nationales ont dans le capital de la banque centrale de l'argent qui est fructifie. Donc ça s'appelle le seigneurage. D'accord. C'est l'argent que rapporte... On apprend des choses dans cette émission. Voilà, merci. Cet argent qui est donc un espèce de bénéfice que font les États membres dans l'activité de la Banque centrale est aujourd'hui reversé dans le budget des États membres. Et la proposition de la Commission, c'est de se servir d'une partie de cet argent que les États membres verseraient dans un fonds qui permettrait de rendre ces prêts à taux zéro. On va suivre cette affaire durant les prochaines émissions. On va enchaîner tout de suite avec notre nouvelle rubrique nommée Ce jour-là, un peu d'histoire, l'occasion d'évoquer les dates clés de la construction européenne. Et nous avons retenu ce mois-ci le 3 octobre 1990, jour de la réunification de l'Allemagne, une date importante pour le pays et pour l'Union européenne aussi, comme nous le rappelle Philippe Le Guen, coordinateur adjoint pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basée à Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Une date très importante parce que, d'abord, il y a eu la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89, donc pratiquement moins d'un an plus tard, les deux Allemagnes sont réunifiées alors que pendant, je dirais, toute la période d'après la Seconde Guerre mondiale, on n'aurait jamais pensé que cela puisse être possible. Donc on est allé très vite entre la novembre 89 et octobre 90 et c'est une page d'histoire qui se tourne, c'est la fin officielle de la guerre froide, c'est le nouvel ordre européen et mondial, avec la fin derrière aussi des pays communistes, satellite de l'URSS, et donc on est encore, je dirais, dans cette période, on est encore dans les conséquences de cette période de 1990, puisque ça a permis ensuite l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne. Ça a
provoqué aussi des changements majeurs dans toute l'URSS qui s'est disloquée également par la suite. Donc on voit bien que c'est pas une date toute anodine, hein, et la réunification allemande c'est quelque chose quand même qui marquera l'histoire pour longtemps. Pervenche Berès, vous êtes eurodéputé depuis 1994. Ici, vous avez vu forcément ce processus de la réunification de l'Allemagne se mettre en place. L'Allemagne aussi conquérir cette première place de puissance en Europe. Certains reprochent souvent d'ailleurs aux Allemands de vouloir colorer l'Europe à leur façon, de jouer un rôle hégémonique sur le vieux continent. Est-ce que cette critique a du sens selon vous, vous avec votre expérience, ou c'est un mythe que certains agitent pour mettre tous les maux du vieux continent sur le dos de l'Allemagne ? Il y a une réalité des faits qui est que l'Allemagne est géographiquement et en termes de population le premier pays de l'Union européenne. Ça pourrait d'ailleurs s'inverser, je crois, si j'ai bien vu les courbes démographiques. En termes de démographie, il y a un moment où les choses pourraient s'inverser, absolument. Si les tendances actuelles se confirment de part et d'autre du Rhin. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France est le deuxième pays derrière l'Allemagne. Mais le fait d'être un grand pays, cela doit conduire à un certain nombre de devoirs et de responsabilités. La question est de savoir comment est-ce que l'Allemagne assume ses responsabilités. Et vous jugez comment justement ce... Oui, il y a un débat qui est ouvert et qui est un débat très important. Vous savez que l'Allemagne est aujourd'hui le pays qui a le plus de surplus. Et qui donc bénéficie d'une certaine manière du marché intérieur pour asseoir la compétitivité de son économie. Or, d'une certaine manière, si l'Allemagne bénéficie de ce marché intérieur et de cette compétitivité, il faut en échange redistribuer. Ça bouge un peu sur ces lignes-là, puisqu'on entend ce sujet depuis longtemps. C'est des sujets difficiles, et je sais que par exemple sur la taxation du numérique, les GAFA, c'est ça ? Les GAFA, l'Allemagne s'inquiète des répercussions que les États-Unis pourraient mettre en place contre l'industrie automobile allemande. Donc c'est un sujet de tension et sur lequel il faut en permanence aiguillonner la volonté des uns et des autres. Parlons à présent de cette année 2019, année cruciale. On a l'impression aussi de se répéter quand on parle d'année cruciale avec l'Union européenne. Il y aura le Brexit en mars, les élections européennes au mois de mai. Semble se dessiner aujourd'hui un duel entre, on va dire, progressistes. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans les médias, les hommes politiques aussi, entre progressistes qui iraient du centre-gauche, centre-droit, et nationalistes. Est-ce que vous partagez là ce point de vue ? Vous qui avez vécu beaucoup d'élections européennes, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Vous savez, le Parlement européen, il n'y a pas deux camps. Parlement européen, il y a tout un hémicycle avec une coloration et il faut occuper toutes les places. Et pour occuper toutes les places, vous ne pouvez pas réduire le débat aux pros et aux anti. Si vous faites ça... Peut-être que c'est ce qui va sortir des urnes au mois de mai prochain. Peut-être que les pros et les anti vont prendre une place très importante au sein du Parlement européen. Je ne le souhaite pas parce que ça veut dire que c'est les anti qui auraient gagné. Si l'hémicycle demain se réduit à ça, c'est que c'est les anti qui ont gagné. Et moi, ce que je veux, c'est que ceux qui pensent que l'union fait la force, mais qu'on a besoin de cette union dans la diversité des expressions, occupent le plus grand spectre possible dans l'hémicycle. Alors il faut que chacun défende sous ses couleurs sa vision de l'Union européenne. Et ensuite, on verra avec qui on peut travailler dans le prochain Parlement européen. Sa vision et aussi son bilan. Quel bilan vous tirez de ce mandat ? Vous, à titre personnel, il y a des réformes importantes qui ont vu le jour. Récemment, peut-être le droit d'auteur, enfin Oui, il y a eu des batailles magnifiques de gagner. Il y a eu des déplacements de l'opinion publique pour comprendre certains sujets. Par exemple, la sensibilité des citoyens sur la question du glyphosate, des OGM, sont quelque chose où le Parlement européen a joué un rôle tout à fait essentiel. Même si on n'a pas remporté toutes les batailles comme nous aurions voulu. Sur droit d'auteur, franchement, je crois que c'est une bataille absolument exemplaire. Qui protège beaucoup plus, on va le dire, les créateurs, les journalistes, les créateurs de vidéos face aux géants du numérique. Oui, qui changent le rapport de force. Voilà. Vous savez, si Google vous donne l'aumône, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de négociation. Si la loi dit que Google doit payer pour exploiter votre travail, ça change la donne. Et comme socialiste, je suis très fière de cette loi parce que je considère qu'elle consiste à, dans le monde moderne du numérique, rémunérer le travail des auteurs
agriculteurs, des journalistes, c'est pas une mince affaire. Face à des thématiques, dernière question, comme par exemple la crise migratoire, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'imposer ces sujets-là aussi, encore le numérique, l'environnement, pour les débats des élections européennes en 2019, où ça va encore se cristalliser sur la thématique, notamment migratoire? C'est ce qui se dessine là aussi aujourd'hui? Non, je crois pas. Je crois que on est dans une évolution de la mobilisation des citoyens qui se fait de manière très thématique, justement. Et donc, il y a des fenêtres d'opportunité. Bien sûr, la question des migrants sera exploitée par certains, mais par certains contre une certaine solidarité. Mais d'abord, la contre-offensive existe. Vous voyez en France partout des mouvements de solidarité se dessiner. Et puis les thématiques, par exemple, de la santé, de la qualité de l'alimentation, de la culture, de la défense du droit d'auteur, auront leur place, ou doivent l'avoir en tout cas. Merci Pervenche Berès d'avoir répondu à toutes nos questions. Voici notre rubrique. Et chez nos voisins, ça se passe comment? La culture et la commercialisation des OGM ce mois-ci. Organismes génétiquement modifiés varient d'un État à l'autre. Chacun peut décider ou non d'interdire les OGM sur son territoire. On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Alors actuellement, il y a 62 OGM qui sont autorisés en Europe. Si on veut en citer quelques-uns, alors on a par exemple récemment on a le coton 281 24 236, on a aussi par exemple le maïs BT11 ou on a encore le soja BPS CV 127.9. Actuellement, il n'y a qu'un seul OGM qui est autorisé dans l'agriculture européenne et c'est le Monsanto 810. Et il est uniquement cultivé en Espagne et au Portugal. Alors si peu d'OGM sont cultivés au sein de l'Union européenne, on constate cependant que les États en importent davantage. Alors après, il faut faire une différence entre les OGM qui vont être vendus au consommateur final et ceux qui sont vendus aux producteurs. Si ce sont des OGM qui sont vendus au consommateur final, ces OGM sont obligés de respecter les différentes normes d'affichage qui fait que notamment un produit doit être identifié en tant que contenant des OGM s'il contient plus de 0,9% d'OGM dans sa composition.